Stéphane Herbin, vous êtes directeur de l'innovation et communication au Centre technique industriel de la construction métallique, qui est un organisme public. J'ajoute que vous êtes architecte de formation, spécialiste du développement durable appliqué à la construction métallique. Et vous me disiez, quand on a préparé cette conférence, qu'avant de parler de résilience, il faut parler des raisons de cette résilience qui touche toutes les villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mutation dont vous parliez, monsieur le maire, elle va être dans un mouvement perpétuel. On va agrandir, surélever, on va avoir donc des problèmes de réflexion sur les matériaux et pas un matériau. Donc expliquez-nous comment vous voyez l'évolution et l'intervention des architectes, des maîtres d'ouvrage avec les matériaux dans une ville qui se reconstruit en permanence et autrement. Nous, dans les sujets qu'on traite et les observations qu'on a menées, effectivement, ce qui nous a intéressé, c'est de voir comment l'espace bâti, l'espace construit était partagé en considérant à la fois les usagers, qui sont toujours importants et qu'on a parfois un petit peu tendance à oublier dans l'acte de construire, les maîtres d'ouvrage, les gestionnaires de territoire, les architectes et l'ensemble des concepteurs, et puis les entreprises qui vont réaliser. Et dans les missions qu'on porte aujourd'hui, dans une partie de celles-là en tout cas, et particulièrement celles qui sont au départ appuyées sur le développement durable, l'idée était vraiment de relier ces acteurs-là, de les faire parfois les aider à mieux se parler, à mieux s'entendre, à s'écouter un peu, et puis pour ce qui nous concerne, essayer de mettre du lien. Et nos observations, en fait, elles étaient portées, on est à Paris ici, donc c'était pour nous un modèle. Vous avez parlé du baron Haussmann. Il est vrai qu'il a quand même métamorphosé la ville de Paris, que dans la deuxième moitié du 19e siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, beaucoup de choses ont changé. Les bâtiments, pour une grande partie de cette époque-là, reposent sur des ossatures métalliques, ce que les gens ont beaucoup oublié, sauf ceux qui sont contraints de les expertiser. Et on s'aperçoit que ces bâtiments-là ont évolué dans les usages depuis donc 120, 150 ans, qu'aujourd'hui la ville va de plus en plus vite, elle évolue, on a besoin d'habiter, on a besoin de travailler, mais on a besoin de se déplacer. Et quand, je crois que c'est des sujets très très importants aujourd'hui pour la ville de Paris, les gestions de mobilité, essayer de redonner de la rationalisation foncière malgré la densité, essayer de contrôler les flux et les émissions de carbone qui sont liées à toutes ces expérimentations-là, ça nous conduit à changer les usages et à essayer de participer à l'accompagnement de ces changements d'usage par l'acceptation des mutabilités. Un des exemples qu'on aime citer, c'est le pavillon Baltard, qui a été construit en 1854, qui a servi de halle au plein cœur de Paris jusqu'au début des années 70, et qui, après quelques tergiversations, a fini par être démonté intégralement, reposé à nos gens et devenir une salle de spectacle qui aujourd'hui fonctionne très bien. Alors, une question, quelle différence vous faites entre résilience et développement durable ? Ça, c'est un sujet qu'on a abordé qui n'est pas toujours évident. En fait, globalement, le développement durable porte aujourd'hui, tel qu'il est conçu, sur la réduction de la consommation d'énergie, la réduction des matériaux, mais au droit de l'ouvrage que l'on construit souvent, sans parfaitement prendre en compte les usages et la résilience qui était évoquée tout à l'heure, qui est l'amortissement en fait d'un choc qui est causé par une cause sociétale, une cause sociale, un événement climatique. Et le développement durable aujourd'hui, c'est surtout la consommation d'eau locale, la consommation d'énergie, la moindre émission de carbone, l'économie de matériaux, et éventuellement des circuits courts, même si sur ce point, je tiens à préciser que les circuits courts appellent intrinsèquement des diamètres réduits. Or, je pense que pour tous les matériaux, et particulièrement pour l'acier, il est utile de rappeler que à chaque matériau correspond un cercle adapté. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont comme moi, qui portent des lunettes. Si on applique les circuits courts à tous les porteurs de lunettes, ici, il va falloir qu'on oublie nos lunettes. Parce que le verre et l'acier construits dans le 10e arrondissement, ça va être difficile. Donc il faut aussi accepter et adopter ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il y a des pertinences qui sont adoptées à chaque matériau et qui doivent être respectées en fonction de l'usage et du projet qu'on porte. Que ce soit un projet de bâtiment ou que ce soit un projet d'ouvrage d'art, d'infrastructure de mobilité, tout est intéressant et tout doit converger et être articulé ensemble. C'est vraiment une préoccupation qu'on essaye d'accompagner nous aussi. Alors, juste une parenthèse. Pendant des années, on a été assez monomaniaque. Il y a eu des modes, il y a eu le tout béton,
Maintenant, c'est le tout bois. Vous disiez, quand on s'est rencontrés, on fera toujours des fondations en béton. Oui, mais le reste, peut-être pas. Donc, on est bien aujourd'hui sur une mutation aussi et une réflexion commune avec les architectes et les maîtres d'ouvrage sur le choix des matériaux, ce qui convient le mieux pour une situation donnée. Évidemment, je vais assez bien défendre l'acier, c'est certain, mais ce qui nous intéresse et ce qui nous paraît pertinent aujourd'hui, au XXIe siècle, et avec tous ces défis qu'on évoque, c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit. Et aujourd'hui, il y a une histoire qui est installée depuis quelques dizaines d'années et qui a tendance à créer des filières qui sont concurrentes par défaut, j'ai envie de dire. Et il est peu pertinent d'imaginer qu'on puisse tout construire avec un seul matériau, quand je pense particulièrement aux grosses œuvres et à l'ossature, pour satisfaire l'ensemble des besoins qui vont d'une école à un logement, un gymnase, un pont. Souvent, ce qui est réussi est un mélange assez bien équilibré que la plupart des architectes arrivent à concevoir. Mais aujourd'hui, on a, je dirais, un élan, une espèce d'organisation des entreprises, des marchés, des structurations qui ont tendance à satisfaire soit un desiderata politique, soit une organisation commerciale. Et ce n'est pas forcément ce qu'il nous faut, je crois, pour satisfaire la résilience, c'est-à-dire l'adaptabilité à des besoins et à un changement dans le cycle de vie par anticipation. C'est quand même l'une des clés, je pense, de cette résilience, c'est de pouvoir s'adapter. Et même si aujourd'hui, on ne peut que se projeter sur des scénarios qui seront peut-être caducs dans 5 ans, c'est vrai, ou dans 10 ans, l'idée que nous essayons de défendre, c'est d'anticiper ces scénarios, notamment par des systèmes de pré-industrialisation. Et là, l'acier a toute sa place, par la modularité, par la démontabilité des systèmes, programmés pour pouvoir faire face à ces évolutions. C'est quoi les 4 R? Alors les 4 R, c'est un élément fort qui a été développé par des programmes de recherche américains qui ont beaucoup travaillé sur la résilience depuis une dizaine d'années et qui articulent en fait tout un système à partir duquel ensuite on peut faire des évaluations qui sont les évaluations entre le risque et la résilience, les évaluations d'impact de coût global aussi, parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même parler un peu d'argent. Et les 4 R, en fait, c'est tout simplement, alors je vais vous les retraduire, parce qu'en français, évidemment, ça ne fait pas des R. Donc c'est la robustesse, c'est-à-dire la capacité du bâtiment et des opérations à maintenir, comme vous le disiez, leur fonction et surtout un retour à cette fonction au plus vite. C'est l'ingéniosité, c'est-à-dire la capacité de préparer, réagir et au mieux faire face à cette perturbation en identifiant des plans d'action, y compris les valeurs ajoutées issues de ce choc par leur réintégration dans une amélioration du processus. Il y a la récupération, c'est-à-dire la capacité de reprendre, reconstituer aussi les opérations d'urgence, et puis ça très vite remettre en sécurité un certain nombre de choses et éventuellement récupérer la ressource. Et ça, récupérer la ressource, c'est un point fort du métal. Nous, on fait déjà. On sait démonter, on sait valoriser. Transformer. Et quand on construit, surtout aujourd'hui avec de l'acier, on construit avec des produits qui sont déjà avec du contenu recyclé. Ce n'est pas une prospective, dans 50 ans, on aura du recyclé. On en a déjà dedans, et beaucoup. Et puis, il y a la redondance, c'est-à-dire là, tout l'aspect résilience strict, la sécurité, avoir plusieurs sources d'énergie, avoir plusieurs points d'appui, avoir plusieurs sources d'eau, de sorte que quand on a un dommage, un trouble, une inondation, un incendie, un événement grave, on puisse conserver le minimum des ressources vitales, la sécurité des usagers et les alimentations dans les fonctions basiques. 2 mots sur la recherche et développement de l'acier. La recherche et développement de l'acier, en fait, on essaye d'appliquer dans ces démarches d'innovation une méthode qui s'applique très très bien à la résilience et qui est fondée finalement sur beaucoup de bon sens et une approche très pragmatique des projets. On part d'une réflexion de programme avec un maître d'ouvrage, un bâtiment, puis on va rentrer dans le système structurel, puis vers le matériau. À chaque fois, on essaie de caractériser les avantages et les inconvénients. Donc en matière de matériaux, on va parler de sa durabilité, de sa résistance, de sa force, de sa résistance en toutes ses qualités. Je rappelle que l'acier est un combustible, donc il sait répondre par exemple aux problématiques de l'incendie, comme ça a été rappelé. Et puis on va remonter vers le système structurel pour s'adapter au cas de séisme, pour s'adapter au cas d'inondation, pour s'adapter à un certain nombre de contraintes. Donc on y retrouve là encore de la résilience. Et évidemment, à la fin, on va essayer de remonter vers le bâtiment en s'associant avec des produits complémentaires, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour aller vers plus de mixité. J'en profite pour rappeler que le centre technique de la construction métallique s'est associé avec celui du béton, celui du bois et celui de la terre cuite.
ses concurrents historiques, ses concurrents hostiles, pour passer au XXIe siècle, essayer de construire ensemble des bâtiments qui tiennent longtemps, qui sont efficaces, dans lesquels on est bien, dans lesquels on aime vivre et dans lesquels on pourra changer les usages. Et cette approche-là porte l'innovation sur les produits, sur les systèmes constructifs. Ça nous a permis de notamment faire plusieurs projets dans lesquels on a conçu des systèmes constructifs démontables pour les planchers et les façades. Une approche qui est destinée aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre pour conforter leur choix sur des capacités de surélévation. Je rappelle qu'à Paris, dans la première moitié du XXe siècle, 10% des permis de construire étaient des surélévations. Et je vous invite, en sortant et en vous promenant dans Paris, à lever plus souvent encore les yeux et vous retrouverez les traces de ce que je vous dis. Et on travaille aussi sur les bâtiments industriels, leurs impacts énergétiques et environnementaux, indépendamment de ce qu'ils abritent, pour essayer d'anticiper là-dessus et de leur offrir des capacités à changer les usages. C'est-à-dire aujourd'hui être un stockage de couches culottes et peut-être demain un bâtiment d'industrie manufacturière. Voilà, c'est ça qu'on essaye d'apporter et de travailler ensemble. Et si on s'est rapproché de nos matériaux historiquement concurrents, parce que l'acier est le seul qui se marie bien avec les autres, c'est moins vrai à l'envers. Merci infiniment. Merci.